Alors, c'est un réel plaisir d'accueillir Camille Maurice, donc de Geosat, une société dont on a pas mal parlé en ce moment, puisque vous avez rejoint le Next 40, je crois, ou le FT 120 en tout cas. Donc, c'est un réel plaisir de vous accueillir pour vous parler de classification de signalisation routière. Et donc, on part sur 25 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Et la parole est à vous. Et je vous dis s'il y a des questions sur le chat. Très bien, je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi d'être à la conférence d'Aquitaine aujourd'hui. Donc, je suis Camille Maurice, chercheuse en vision par ordinateur chez Geosat. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la classification de signalisation routière, ce qu'on fait et les perspectives futures. Donc, tout d'abord, un petit point sur Geosat. Geosat, c'est une entreprise d'ingénierie du territoire et de mesures géospatiales de l'environnement. Donc, on travaille sur un environnement au sens très très large, puisque ça part de ce qu'il y a sous la terre, du souterrain, avec la détection de réseau, par exemple, détection de réseau gaz, etc. Également au niveau de l'environnement urbain ou routier, avec des acquisitions faites par des flottes de véhicules de cartographie mobile, mais également, on traite également des données aéroportées et satellites. Donc il y a différents pôles chez Geosat, c'est une entreprise créée en l'an 2000, aujourd'hui avec à peu près 500 employés, donc il y a de nombreux métiers. Et différents pôles. Donc là, j'en ai mentionné quelques-uns. Cartographie mobile, détection de réseau, géomètre expert, scanner et modélisation 3D. Et évidemment, également, l'équipe de recherche et développement dans laquelle je suis rattachée, qui est aujourd'hui constituée de 16 personnes, avec divers profils, des docteurs, des ingénieurs et des apprentis issus de formations diverses. Donc les mots importants pour Geosat, pour la mesure du territoire, la mesure géospatiale, c'est la précision, la réactivité et l'innovation. Alors, qu'est-ce que la classification? Donc là, je reprends un petit peu les termes du titre de ma présentation. Donc d'abord, avant de rentrer plus loin dans le sujet, ça va être qu'est-ce que la classification? Donc, par exemple, ici, vous voyez 3 petites imagettes, et c'est de répondre à la question à quelle classe appartiennent ces panneaux. Donc, c'est d'attribuer une étiquette comme ça à chaque image. Donc, les classes de panneaux sont codifiées en France et en Europe par un certain code. Donc, il y a toute une nomenclature qui existe. Donc, on va répondre par cette nomenclature. Et donc, ces imagettes que je vous présente ici sont issues de travaux effectués au préalable qui concernent de la détection. Donc, on a une image. Bon, l'affichage ne se fait pas très bien, mais il y a une image globale. Il y a des détections d'objets qui sont faites dessus. Et ensuite, là, on ne traite que la partie classification à la fin à partir des petites images. Donc là, j'avais mis un exemple où les étiquettes auraient été disque et sommet, par exemple, pour expliquer le concept de la classification. Donc, dans quel but est-ce qu'on cherchait à effectuer une classification des panneaux? Donc, c'est pour effectuer le produit de la carte HD Map, pour le véhicule autonome. Les véhicules autonomes sont embarqués de capteurs qui ne sont pas exempts d'incertitudes, et également les véhicules autonomes sont amenés à évoluer dans des conditions climatiques qui peuvent être très différentes, comme de la neige, qui peuvent empêcher de voir correctement certains panneaux, et il faut que le véhicule puisse continuer en toute sécurité à évoluer dans son environnement. Donc il y a des besoins de sécurité, de confiance et de robustesse assez élevés liés au véhicule autonome. Et l'une des solutions parmi tant d'autres qui se complètent, c'est d'embarquer dans le véhicule une carte HD certifiée qui est une carte de tous les éléments statiques de l'environnement, enfin de tous les éléments, de certains des éléments statiques de l'environnement qui sont pertinents pour la conduite autonome, et qui vient compléter l'information des capteurs. Donc, et parmi ces éléments statiques, il y a les panneaux et la signalisation routière dont je vais parler aujourd'hui. Alors, quels sont les défis de cette classification de panneaux? Donc déjà, 2 choses. On a des véhicules qui font une acquisition de l'environnement au niveau image avec des capteurs 360 degrés, dont on observe donc sur les images des distorsions et des effets de perspective un petit peu particuliers. Donc ça, c'était un des premiers défis donc liés aux images que l'on traite et liés à la classification de panneaux. Donc c'est lié aux panneaux eux-mêmes. En France, il y a plus de 600 panneaux différents. Donc en plus, si on veut intégrer ceux qui sont en Allemagne, en Europe ou dans d'autres continents, c'est vraiment un nombre très très important. De plus, les panneaux, il y a aussi il y a certains panneaux qui sont très rares, comme celui-ci, je ne sais pas si tu l'avais déjà vu. C'est le panneau d'interdiction aux charrettes à bras. Donc, il existe, il est certainement représenté quelque part, mais je l'ai assez rarement vu. De plus, les panneaux présentent une grande variation, ils peuvent présenter du moins une grande variation intra-classe. Donc ça veut dire au sein d'une même classe, les panneaux peuvent apparaître différemment, soit parce qu'il y a eu une mise à jour du panneau, donc
le visuel a changé, ou parce qu'ils ont vieilli, ou ils ont des tags, des altérations. Donc le même classe peut se présenter sous différentes formes, quand bien même on est quand même dans un problème normé. Et également, il peut y avoir une petite variation entre deux classes. Il y a deux classes de panneaux qui peuvent être très similaires. La nomenclature est très très précise, notamment il y a des panneaux qui sont différents seulement par le type d'inscription. Par exemple, les panneaux de direction, selon si la direction est une ville, c'est pas le même type de panneau que si la direction est un hôpital ou une université. Donc ça, c'est assez difficile à distinguer les deux, sans faire d'analyse textuelle derrière. De l'open data, il y a quelques jeux de données publics qu'on peut utiliser. Après, la nomenclature est connue. La nomenclature existe. Voilà, mais après, toutes les données, il y en a assez peu en nombre. Donc, la solution proposée pour effectuer cette classification, on va partir sur un apprentissage supervisé. Donc, on a un détecteur de panneaux que j'ai mentionné précédemment sur les images panoramiques, et ensuite un classifieur d'images, donc d'abord en 116 classes. On n'est pas encore aussi 100 classes de la nomenclature, mais déjà c'est sur 116 classes. Ensuite, on a créé donc des jeux de données pour l'entraînement et la validation, avec des stratégies d'augmentation de données qui sont en lien avec la nature des images que l'on a. Et également, on est parti sur une architecture deep learning de la littérature, avec certaines modifications au niveau de la fonction de perte et de la tête du réseau, que je vais expliquer juste après. Donc les données sont issues... sont acquises au sein de Geosat, donc par un autre pôle, le pôle cartographie mobile. Donc là, j'ai mis en illustration un véhicule de cartographie mobile. En général, c'est un véhicule qui embarque de nombreux capteurs, qui peuvent être des lidars, des caméras, des antennes GNSS. Et donc ça, l'acquisition est faite par Geosat. Ensuite, il y a eu une labellisation des vignettes que l'on a détectées suite aux acquisitions effectuées par l'équipe de cartographie mobile, et on a créé un jeu d'entraînement et de validation. Donc je vais montrer juste après les types d'augmentation de données qu'on a fait sur la base d'entraînement, donc des petites rotations aléatoires. Alors évidemment ici, il n'y a pas d'augmentation de type symétrie flip, parce que les flèches, si elles ne sont pas dans le même sens, c'est pas le même panneau. Donc ça, on va essayer de garder cette spécificité. Ensuite, des transformations en perspective pour essayer d'imiter un petit peu les effets qu'on peut avoir sur les images 360 au niveau des détections et le contraste. C'est principalement ces trois augmentations, transformations qui apportent quelque chose dans notre modèle. Ensuite, rentrons un petit peu plus en détail dans l'architecture du réseau. Ici, j'ai illustré en entrée en image une imagette qu'on va chercher à classifier. Donc, il y a tout un ensemble de couches. Donc, les réseaux, c'est un réseau EfficientNet. J'ai mis la référence dans les slides de référence à la fin. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de couches de convolution. Donc, on l'a pris pré-entraîné sur ImageNet et on a gelé la première partie du réseau que j'ai entourée en bleu ici. Et ensuite, on fait un fine-tuning, un apprentissage au niveau des dernières couches pour spécifiquement à notre problématique. Puis, on modifie également ce que j'appelle la tête du réseau avant de produire le label. Donc, quelles ont été les modifications? Donc là, on passe à la tête du réseau, voir quels ont été ce qu'il y a dedans, ce que l'on a mis. Donc on a mis une couche de max pooling pour réduire encore un petit peu la dimension du vecteur de caractéristiques. Donc j'illustre ici l'opération de max pooling pour un rappel. Ensuite, on a mis une couche de dropout ou également abandon en français pour effectivement ne pas utiliser un certain nombre de neurones lors de l'entraînement sélectionnés aléatoirement pour empêcher le surajustement. Et une couche dense dont le nombre de neurones final correspond au nombre de classes que l'on a, donc ici 116. Donc ça nous permet d'éviter le surapprentissage avec la couche de dropout. Ensuite, la fonction de coût ou de perte, loss en anglais. Donc ici, on est dans un problème où dans notre jeu de données, malgré les augmentations, etc., on est quand même déséquilibré. Il y a beaucoup moins d'exemples de certaines classes de panneaux que pour d'autres. Par exemple, les sens interdits, les céder le passage, etc., ça, on en a énormément. Les panneaux charrette à bras, j'en ai pas. Et d'autres classes qui sont plus rares, mais dont on dispose tout de même. Donc, le choix qui a été choisi, donc c'est pas en général dans un problème de classification. Ce qui est assez standard d'utiliser, c'est la cross-entropie. Donc là, la focal loss, c'est une variation de la cross-entropie.
qui permet de faire concentrer que le réseau se concentre lors de l'apprentissage au niveau de l'optimisation sur les exemples difficiles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme la cross-entropie. Quand les exemples sont bien classifiés dans la cross-entropie, ils vont avoir peut-être un score de confiance assez élevé. Et pour cela, la loss a une certaine valeur, qui est moins élevée que pour les exemples dont la confiance est moins élevée. Et ce qui est fait, c'est que la focal loss diminue la valeur de la loss pour les exemples qui sont bien classifiés et dont le modèle est très sûr. Et mécaniquement, vu qu'il y en a mécaniquement, vu qu'ils sont nombreux, ça donne plus d'importance aux exemples les plus difficiles. Donc, l'avantage de la focal loss, c'est que c'est assez bien formalisé, ce qui fait que, en fait, il y a un paramètre que l'on peut, pour demander de se focaliser plus ou moins sur les exemples difficiles, et en fonction de ça, on peut retomber sur la formule de la cross-entropie. Donc là, j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, je voulais juste donner l'idée principale de la focal loss, mais c'est assez simple à mettre en place. Donc ici, j'ai illustré également des classes qui sont sous-représentées dans notre jeu de données. Ça peut être des panneaux qui sont liés à des panneaux temporaires de travaux, parce qu'il y en a heureusement moins de travaux sur la route que des routes en bon état, et d'autres classes routes privées, on en voit un petit peu moins. L'analyse des résultats, donc pour un problème de classification, les métriques standards, il y a la précision, le rappel, le F1 score qui va être la moyenne harmonique des deux, et la justesse ou accuracy. On est dans un problème de classification multiclasse, donc on va voir ces métriques pour chacune des classes, et après on peut calculer le score global en faisant soit une moyenne brute, soit dans laquelle chaque classe va contribuer de manière égale, soit une moyenne pondérée par la fréquence des classes. Donc après, tout dépend de l'analyse qu'on souhaite faire. Les deux données nous donnent des informations différentes. Donc là, j'ai rappelé à droite, ce qui est la précision, le rappel. Je vais mettre comme ça. Dans un classifieur parfait, en fait, on n'aurait que des vrais positifs. Hein. Il n'y aurait pas de faux positifs et de faux négatifs. Voilà, c'était juste pour un petit rappel. Ensuite, l'analyse des résultats. Donc il y a une phase d'entraînement. Le réseau apprend, mais ce qui est surtout important, c'est que le réseau n'apprenne pas par cœur, mais qu'on puisse bien avoir une généralisation. Et c'est ce à quoi sert l'ensemble de validation. Donc ici, j'ai présenté différentes métriques qui sont le F1 score que je mentionne. Ensuite, on a la précision, le rappel et la justesse. Donc, ce qui vient de notre apprentissage, ici, j'ai mis un graphique où on voit en ordonnée, en abscisse, les époques et en ordonnée les valeurs pour la loss et la justesse au fil des époques. Donc on voit bien que le réseau a appris et est arrivé à convergence, puisque la loss est très basse au niveau de l'entraînement et de la validation. Et on arrive à 95 de justesse pour l'accuracy. Le F1 score, on obtient un F1 score supérieur à 0,9 pour 90 sur 116 classes. Donc ça veut dire qu'on a quand même 90 classes pour lesquelles ça fonctionne très très bien. Donc on est assez content. Ensuite, la justesse globale, c'est 95%. Ça, c'est 95% des échantillons que l'on a dans notre ensemble de validation sont bien classés. Ensuite, on a également une moyenne brute et une moyenne pondérée. Donc, c'est selon si on prend en compte le déséquilibre dans les différentes classes. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, les classes dont on a très peu d'exemples, c'est les classes où il y a tendance à avoir un moins bon score et ils contribuent négativement dans l'ensemble. On a également fait une analyse qualitative et quantitative sur un jeu de données issu de la littérature qui s'appelle German Traffic Sign Database. Donc là, ce sont sur des panneaux allemands. Donc il y a quand même une grande différence par rapport à notre jeu de données, on va dire, propriétaire chez Geosat. La qualité des imagettes qui sont fournies est très différente. Donc c'est aussi intéressant de voir à différentes résolutions, différentes qualités, comment ça se comporte. Mais également, il y a des panneaux qui n'existent pas en France, en Allemagne, enfin inversement. Des panneaux allemands, ils n'existent pas en France, donc on ne les avait pas dans notre base de données. Et après, par contre, ce qui nous a intéressé de regarder, c'était sur les classes qui étaient communes, si le réseau arrivait à les reconnaître, même s'il y a des différences dans la typographie. Par exemple, là, le 50, je sais que ce n'est pas exactement le même en France, mais ça ressemble. Donc là, on a vu qu'il y en avait une précision et rappel pour la classe 50, et on l'a fait sur
l'ensemble des classes qui étaient communes. Une analyse là, qualitative où j'ai illustré à gauche des classes pour lesquelles on avait 100% de précision et rappel. Donc ça, globalement, c'est des classes qui sont très bien représentées dans le jeu de données. Et ensuite, j'ai montré quelques exemples au milieu de succès. C'est-à-dire que la classe prédite était bien la classe correspondante, alors qu'il y avait quand même des difficultés qui se posaient, soit parce qu'il y avait présence d'un tag, soit parce que le contraste était très faible, ou des points de vue un petit peu de biais. Ou également des occultations. Alors l'imagette bleue au milieu, en fait, il y a une partie d'un feu devant. Donc ça présente ces quelques-unes des difficultés qu'il peut y avoir. Et à droite, j'ai mis certains des échecs. Depuis, il y a quelques problèmes qui ont été résolus. Notamment là, ces deux-là, bon, je ne sais pas si on voit. Bon, il y en a que le deuxième a été résolu depuis, mais le premier, par exemple, c'est ce que je mentionnais, quand les flèches indiquent des villes, c'est pas le même type que quand ça indique Bordeaux, INP. Bon, ça, pour l'instant, on n'a pas encore rajouté de couches là-dessus. Après, on n'a pas besoin d'arriver forcément à une granularité extrême des 600 classes. On le fait, c'est un panneau de direction. Voilà. Quelques améliorations futures. Donc, agrandir le nombre de classes et améliorer la robustesse. Donc, pour agrandir le nombre de classes, ce qui serait intéressant, c'est pas forcément de rouler partout en France pour absolument avoir tous les panneaux dans notre base de données, mais d'aller vers des stratégies de zero-shot learning ou few-shot learning. On aimerait bien réussir à apprendre à partir de la nomenclature, puisqu'on a la nomenclature, on a les schémas de tous les panneaux présents. Donc, c'est quand même une certaine richesse qui serait intéressant d'exploiter. Donc là, on a des travaux un petit peu en cours sur cette problématique. Et également, peut-être trouver d'autres métriques plus spécifiques à ce problème de classification, avec des confiances sur la couleur, la forme, qui puissent être intéressantes et exploitables par la suite. Donc je vous remercie de votre attention et je laisse place aux questions. Alors j'ai une première question, c'est est-ce que vous n'auriez pas intérêt à vous créer finalement un référentiel en studio qui serait un référentiel parfait, mais qui pourrait être un référentiel avec plusieurs angles, avec plusieurs les effets de lumière, etc., que vous construisez vous-même finalement? Oui, tout à fait. Ça fait partie des choses dans le fait d'apprendre, soit avec peu d'apprentissage ou des apprentissages de données synthétiques, donc de génération. Tout à fait, c'est des choses qui seraient très intéressantes, surtout pour les classes dont on manque d'exemples. Vous ne l'avez pas fait pour l'instant, quoi. Non, là je ne l'ai pas présenté, on l'a pas. Une question de Noémie Rodriguez sur le chat, c'est bonjour, comment être sûr que le réseau de neurones a bien prédit, par exemple, peut-on savoir si le réseau a prédit grâce à la forme du panneau? Alors là aussi, on a réussi on a tracé, enfin, on a fait quelques graphiques et effectivement, quand on regarde les caractéristiques apprises, en fait, on a réussi à voir qu'il y avait tous les panneaux ronds d'un côté, tous les panneaux triangulaires de l'autre, également des variations. Enfin, c'est aussi discriminant par rapport à la couleur. On a réussi en retravaillant la sortie du réseau, en analysant un peu plus finement ce qui était appris pour ensuite essayer de voir ce qui avait été appris. Mais effectivement, c'est des travaux sur l'interprétation des résultats qui mériteraient encore plus de... Pour l'instant, ça a été fait juste pour visualiser, mais on n'a pas vraiment... J'ai deux questions. Une première question sur la finalité du travail. Est-ce que votre réseau tout chaud est tout bien entraîné, vous le vendez à quelqu'un, ou est-ce que vous allez implémenter un algorithme de... Alors, pour l'instant, ce réseau est utilisé uniquement au sein de GeoSat. GeoSat veut fournir des cartes HD en intégrant cette information-là. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur... dans la carte, ça peut être les voies, etc. Quelles sont les voies sur lesquelles on peut aller, parce qu'il faut également les décrire dans la carte HD du véhicule autonome. Donc ça n'a pas vocation à se vendre à un tiers, je pense. C'est vraiment c'est l'une des nombreuses briques pour la création de ce qu'on appelle la carte HD, où on veut embarquer les éléments statiques, et ensuite c'est la carte HD le produit. Mais, la deuxième question est très technique. Quel quadriciel utilisez-vous pour faire tourner vos réseaux? Quel quadriciel, c'est PyTorch, TensorFlow. Ah oui, bien sûr. Donc là, ces modèles sont sous TensorFlow. Et ça tourne sur une carte graphique avec 8
Maximum 8 gigas. Je ne sais pas exactement la consommation, je sais la consommation maximum que je peux avoir sur cette carte graphique, mais là, je ne me rappelle plus. 8 gigas de consommation maximum. Et le choix du réseau a été fait en fonction du matériel, ou vous avez eu des difficultés techniques? Disons qu'on a l'opportunité, enfin on peut chez Geosat utiliser également des machines virtuelles sur Amazon, donc s'il y avait vraiment un besoin, on aurait la possibilité d'utiliser plus. Après, on essaie quand même d'avoir en tête de garder des choses, enfin d'essayer de faire avec le moins, enfin d'avoir les meilleures performances possibles, mais également en prenant en compte, pas forcément prendre c'est pas forcément utile pour certaines problématiques. Là, on est quand même sur la classification de panneaux, même s'il y a de nombreuses difficultés, c'est quand même très normalisé de sortir une énorme machine on essaie de choisir à chaque fois ce qui est le mieux adapté par rapport au problème. Donc s'il y a un problème qui demande plus de ressources, on peut mettre plus de ressources, mais voilà, on essaie d'équilibrer les choses. Merci pour les questions pertinentes. Merci. J'ai une petite dernière question. Donc, Geosat en pleine croissance. Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous cherchez des stagiaires? Est-ce que vous cherchez des doctorants? Je sais qu'il y a deux offres de stage pour la détection de fissures sur la route, donc inspection, contrôle, qualité des routes. Et ensuite, là, c'est surtout des stagiaires. Après, là, on a recruté également, moi, ça fait 1 an que je suis arrivée. Depuis, il y a eu peut-être 3-4 aussi recrutements. Donc, il y a effectivement. Donc, là, actuellement, il n'y a pas de poste ouvert à ma connaissance dans l'IA ou le traitement d'images. Mais n'hésitez pas à regarder ou à me contacter s'il y a une ouverture. Voilà. S'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. J'ai peut-être pas mis mes coordonnées sur les diapos, mais peut-être qu'elles doivent être sur le site de Data Aquitaine. On fera la transmission. Merci beaucoup et bonne fin de conférence.